Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30. 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, Parlons Vrai chez Bourdin jusqu'à 12h30. Vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous participez évidemment. Nous allons beaucoup parler de Victor Wembanyama, 19 ans, en NBA, ça y est, c'est fait. Le championnat nord-américain de basket professionnel, le basket français est honoré, la France est honorée. Frédéric Weiss, ancien pivot de l'équipe de France, qui connaît bien Victor Wembanyama, sera avec nous en direct dans quelques minutes. Censure. Encore un colloque universitaire interrompu cette fois par des activistes pro-trans. Le wokisme toujours en marche en France. 11h, 12h, débat sur les locations de maisons ou d'appartements. La fiscalité des locations meublées va changer dans le prochain projet de loi de finances. La fiscalité très favorable des locations meublées, des locations sur les plateformes, conduit à des excès. Faut-il y mettre un frein ? Nous en parlerons tout à l'heure, débat entre 11h et midi. Et puis 12h05, une information peu expliquée, peu analysée. Pourtant, la France s'est résolue à soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait-elle une garantie pour la paix et la stabilité en Europe ? Nous en parlerons tout à l'heure avec nous Bertrand Badi, auteur de plusieurs livres de géopolitique, grand spécialiste de la géopolitique et professeur à Sciences Po. Il est 10h32. Merci d'être avec nous. Dans quel monde on vit, Félix Mathieu? D'abord, bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Nous en savons un petit peu plus sur le naufrage du bateau de migrants au large de la Grèce la semaine dernière. L'enquête dévoile les conditions sordides de ce drame et notamment le sort réservé aux femmes et aux enfants. Oui, des femmes et des enfants enfermés dans la cale de ce vieux chalutier sous prétexte de les protéger des passagers masculins. Conditions de voyage cauchemardesques. Ces migrants avaient déboursé jusqu'à 6 000 € pour la traversée. Des photos leur faisaient miroiter un navire correct avec quelques dizaines de passagers à bord. Ils ont finalement été entassés à plus de 700 certainement sur ce vieux chalutier délabré. Les passeurs égyptiens avaient enfermé les femmes et les enfants dans la cale, mais aussi les Pakistanais. Seuls les Égyptiens et les Libyens avaient droit à l'air libre. À l'intérieur, certains étaient morts avant même le naufrage, selon des témoignages. Sur les 104 rescapés, que des hommes, aucune femme, très peu de Pakistanais. Bref, seuls ont survécu, évidemment, ceux qui n'étaient pas enfermés, à commencer par les 9 passeurs qui ont ensuite été arrêtés, dénoncés par les autres survivants. 78 corps ont été repêchés, mais on peut donc estimer qu'environ 500 personnes enfermées dans la cale ont disparu, englouties par les flots. L'enquête doit aussi déterminer le rôle exact des gardes-côtes grecs dans ce drame. Des témoignages les accusant au mieux de n'avoir rien fait face au navire en panne, au pire de l'avoir tracté vers le large pour l'éloigner des eaux grecques en provoquant des vagues qui pourraient avoir contribué au chavirement du chalutier rouillé. Les survivants accueillis dans un camp en Grèce auraient reçu la consigne de ne pas s'épancher quant aux détails du drame, selon Le Monde, ne pas s'épancher officiellement pour préserver le secret de l'instruction. Il est 10h34, vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours, c'est dramatique ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est vrai, on a un peu parlé, depuis quelques jours on parle beaucoup du sous-marin, le Titan, et toujours beaucoup moins de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais vous imaginez des femmes et des enfants enfermés dans la cale de ce bateau, chaleur, et puis ce bateau qui coule, enfin des centaines de morts, centaines de morts. Il est 10h34. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours votre émission Parlons Vrai chez Bourdin entre 10h30 et midi et demi à la radio en direct, ce n'est pas compliqué, 99.9 par exemple à Paris en Ile-de-France, sur l'application Sud Radio. Ça, vous chargez l'application Sud Radio et vous pouvez écouter la radio, ce n'est pas compliqué. Sur le site sudradio.fr, sur Facebook Live, sur la chaîne YouTube de Sud Radio et puis podcast évidemment, le site sudradio.fr, l'application Sud Radio et les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous n'hésitez pas et vous appelez. J'aime vous savoir là, 0826 300 300. Il est 10h35. Parlons de basket un petit peu, ça change. On parle beaucoup de football, eh bien parlons de basket. Frédéric Weiss, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien pivot international de l'équipe de France, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2000 de Sydney. Parlons, Frédéric Weiss, de Victor Wembanyama, drafté cette nuit. Drafté, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sauraient pas? Il entre dans le football professionnel américain, nord-américain. C'est bien cela, Frédéric Weiss? Oui, c'est sa porte d'entrée pour entrer dans la NBA, donc le meilleur championnat du monde. Et il a été choisi au premier tour, au premier choix, et par une très bonne équipe, San Antonio, qu'on connaît bien grâce à Tony Parker. Comment ça fonctionne? Comment ça marche, ces choix? C'est-à-dire que vous avez une liste de basketteurs prometteurs et les joueurs choisissent, les équipes, les franchises choisissent? Oui, en fait, quand on fait une mauvaise saison, on a une loterie qui nous permet de déterminer qui va choisir en premier les meilleurs joueurs disponibles dans le monde à l'instant T. C'est-à-dire que c'est l'équipe, Frédéric Weiss, qui a réussi les plus mauvais résultats qui choisit en premier. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et ils ont plus de probabilité de choisir en premier. Comme je vous le disais, c'est une loterie qui détermine ça exactement, avec des probabilités qui sont en jeu. Mais réellement, plus on est mauvais, plus on a de chance de choisir le meilleur joueur. Le meilleur joueur. Et le meilleur joueur considéré, le meilleur espoir du monde, c'est Victor Wembanyama. C'est cela, hein? Oh, il n'y a pas de débat. C'est largement lui. On savait depuis longtemps que ce serait lui le premier de la draft. On ne savait juste pas dans quelle équipe il allait atterrir. Voilà, tout simplement. Écoutons sa réaction après le choix de San Antonio. Émotion, parce que même si je m'y attendais, c'était pas aussi palpable, quoi. Voilà, ça restait de la spéculation, ça restait imaginaire, je veux dire. Mais maintenant que c'est arrivé, bah oui, bien sûr, il y a la réalisation que je suis un joueur NBA, quoi. Voilà, j'ai écouté ces mots, je l'ai écouté parler à plusieurs reprises, vous le connaissez bien, Frédéric Weiss. À 8 ans, il mesure 1m70, aujourd'hui il mesure 2m19, 2m20, 2m21, il a 19 ans depuis le mois de janvier. Bien, très bien, mais 19 ans, je l'écoute parler, quelle maturité déjà à 19 ans, Frédéric Weiss? Oui, c'est ce que j'explique tout le temps. C'est vrai que bien sûr, il y a des qualités physiques hors normes, des qualités techniques qu'on n'a jamais vues sur ce ratio taille technique. Mais par contre, il y a quelque chose que personne n'a. Il a cette maturité, cette capacité à s'adapter à toutes les situations et à parler un anglais juste parfait. Oui, il parle parfaitement anglais, il est posé, il est réfléchi, c'est un garçon qui sait ce qu'il fait, qui a la tête sur les épaules. Très simple en plus, vraiment aucune prétention, aucune suffisance, alors qu'il pourrait déjà. Ah ben, évidemment, alors il y a deux choses avec Victor Wembanyama, c'est que lui il fait du basket parce qu'il aime le basket. Alors j'ai eu la chance de le commenter toute la saison, et c'est quelqu'un qui aime le basket foncièrement. C'est-à-dire que pour lui c'est pas un métier, c'est vraiment une passion qui lui permet de découvrir le monde, qui lui permet de gagner de l'argent, et il n'a pas peur de ça. Mais ensuite il est très bien entouré aussi. Ses agents d'un côté, mais aussi sa famille. C'est-à-dire sa famille, il a connu le basket très jeune. Il a connu le basket très jeune en passant par Nanterre. Oui. Et c'est vrai que son papa a fréquenté le milieu du basket et du sport en général. Sa maman était basketteuse. Ah bon. Donc voilà, il est dans un cocon familial déjà de personnes très sensées, très posées, mais en plus qui connaissent le sport. Voilà. C'est une famille de sportifs, ce qui explique peut-être ce comportement et cette forme de détachement. Il a, si je voulais résumer, Frédéric Weiss, il a dans la vie la mobilité exceptionnelle qu'il a sur le terrain. Mais je pense que vous résumez plutôt parfaitement ce qu'il en est exactement, parce que pour un joueur de cette taille, il a une mobilité extrême, et pour un joueur de 19 ans, il a aussi cette mobilité extrême intellectuellement. Voilà, il a une agilité intellectuelle qui correspond à son agilité sur le terrain. C'est ça qui est très, très, très intéressant chez ce joueur, chez ce jeune joueur. Quels sont les écueils maintenant qu'il pourrait rencontrer ? Déjà, le mur de la NBA, parce que pour l'instant, il n'a pas joué en NBA. Ensuite, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Là, il sort d'une saison avec les Mets de Boulogne-le-Valois où il ne jouait qu'une seule fois par semaine. Il va jouer tous les 2 jours et demi à peu près en NBA. C'est à peu près le ratio. Donc forcément, son corps va prendre beaucoup de charges de travail, de charges mentales également. Donc voilà, c'est plutôt au niveau de son corps, de ses blessures, de son adaptation. Mais réellement, personne n'a vraiment de crainte. Comme vous le disiez, il est tellement agile intellectuellement et physiquement qu'on n'a pas vraiment de crainte. On sait que ça prendra peut-être un peu plus de temps
du fait de son gabarit qui est quand même hors norme, et c'est moi qui vous le dis, et pourtant moi je fais 2m17, voilà, notre crainte, c'est pas une crainte, c'est plutôt combien de temps il va mettre pour vraiment s'adapter, parce qu'on sait qu'il s'adaptera. N'a-t-il pas aussi la chance d'avoir comme entraîneur, premier entraîneur en NBA, Greg Popovich, qui est l'entraîneur de San Antonio, qui est un entraîneur évidemment tellement expérimenté qui pourra le faire grandir. Si je puis dire, grandir, non pas en taille, hein, on est bien d'accord. J'espère pas pour lui, là, je trouve que c'est déjà pas mal, en taille. Mais c'est vrai qu'il a la chance. Vous savez, parfois, j'ai l'impression que les choses sont écrites à l'avance. Oui. Et c'était écrit qu'il allait rejoindre cette franchise de San Antonio qui a vu l'apogée de Tony Parker, Boris Dio qui l'avait rejoint aussi pour gagner un titre. Ce coach qui connaît très bien le basket FIBA, c'est-à-dire le basket international, qui respecte le basket international, je trouve que le cadre était idéal pour lui pour se développer. Alors, il ne faut pas qu'il oublie l'équipe de France, Frédéric Weiss. Ah non, alors là, on en serait très triste et évidemment, c'est un atout majeur pour nous. Il y a la Coupe du Monde qui va commencer en fin août, mais il y a surtout les Jeux Olympiques à Paris en 2024 où il sera certainement la tête d'affiche de l'équipe de France. Il sera là pour les Jeux. Il sera là pour les Jeux, vous pensez? Alors, je pense à 95% que oui, mais vous savez, quand on est numéro 1 de la draft, il y a des enjeux économiques que nous ne maîtrisons pas. Oui. Et donc, j'ai envie de dire que je me laisse 5% de marge par rapport à ça. Mais comme je vous disais, Greg Popovich est intéressé par le basket international. Donc, je pense qu'il devrait le laisser partir. Bien. Autre chose, et je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à Bilal Koulibaly, qui est un autre joueur français, qui lui va jouer dans la franchise de Washington, les Wizards, et qui lui aussi a été choisi, qui lui aussi est un espoir. Un espoir pour le basket français, pour l'équipe de France également. Mais alors, juste pour recontextualiser, la meilleure marque pour un joueur drafté pour l'instant en France, c'était la 7e position avec Kylian Hayes. Il faut se rendre compte que dans cette draft qui a eu lieu hier, cette nuit en tous les cas, on a le premier de la draft et on a Bilal Koulibaly qui termine 7e. C'est quand même juste fantastique pour le basket français. Et effectivement, beaucoup de chapeau à ce joueur, Bilal Koulibaly, qui en début de saison joue en levée de rideau des professionnels. Et qui s'est adapté au fur et à mesure qui a progressé, qui a grandi, et qui se retrouve 7e de la draft. Là encore, un immense basketteur potentiellement, hein, Bilal Koulibaly. Oui, allez-y, Frédéric Weiss. Non, pardon, je voulais dire qu'il avait juste tout physiquement. C'est-à-dire que mentalement, il est en place lui aussi, il est structuré. Ils ont eu la chance tous les deux de travailler avec Vincent Collet quand même, à qui on doit tirer un grand coup de chapeau, le coach de l'équipe de France. Oui. Mais il y a aussi tout physiquement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait 2 mètres, il y a quasiment 1 mètre de détente et qui a des bras de 2,20 mètres d'envergure. Donc d'accord. C'est pas le combo. Oui, ça j'imagine. Et puis honneur au basket français, à la France. Hein. À la France, voilà des garçons qui sont nés en France, qui, ça montre tout le bien de la formation française, la formation sportive française, Frédéric Weiss. Oui, parce que tout le monde pourrait dire oui, quand on a une licorne comme Victor Wembanyama, c'est assez simple de développer et de faire des choses. Alors déjà, c'est pas aussi simple que ça, mais moi, c'est surtout Bilal Koulibaly. Comme je vous le disais, il partait d'un niveau 0 en reconnaissance en tous les cas, et il se retrouve à être 7e de la draft, sous les ordres d'un Vincent Collet qui a très très bien travaillé avec lui. Merci Frédéric Weiss, merci beaucoup. Hein. Merci et on va leur souhaiter bonne chance. Il est 10h44, vous êtes sur Sud Radio, si vous voulez réagir, hein, 0826, c'est un phénomène, hein, Victor Wembanyama, mais Bilal Koulibaly aussi, on parle beaucoup de Wembanyama, mais attention, Bilal Koulibaly c'est un très 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 grand basketteur. Il est 10h44, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, nous allons parler de toute autre chose avec Xavier Laurent Salvador, vous allez comprendre. Un colloque universitaire, encore une fois interrompu par des activistes, cette fois des activistes pro-trans, le wokisme qui censure une fois de plus. À tout de suite, 10h45, 11h moins le quart, sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h48, encore un colloque universitaire interrompu par des activistes, cette fois des activistes pro-trans, censure, un colloque interrompu. Vous étiez le co-organisateur du colloque, Xavier Laurent Salvador, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va très bien.
Alors, co-organisateur du colloque, je rappelle que vous êtes maître de conférence, cofondateur de l'Observatoire des idéologies identitaires. Ça s'est passé hier. Hier, nous avions organisé. Bah oui, nous avions organisé alors une journée d'études. Nous avions cherché à être le plus discret possible dans la prévision d'un grand colloque que nous voulons organiser avec les juristes sur la question de la transidentité, parce que c'est aujourd'hui un problème qui se pose de manière, disons, majeure dans l'espace public. Et effectivement, pendant la deuxième conférence, les activistes se sont levés, ont commencé à hurler, à nous lancer dessus de la peinture, des choses malodorantes, des billes, des vis, enfin des choses qui étaient extrêmement désagréables. Et ils voulaient empêcher l'organisation du colloque une fois de plus. Nous avions subi des pressions depuis déjà 2-3 mois et ça a été l'aboutissement d'un calvaire en réalité. Enfin, oui, d'un calvaire. C'est de la censure. Oui. Purement de la censure. Ah, c'est purement de la censure, c'est-à-dire que, pour tout vous dire, l'intervenant pendant lequel ils sont intervenus était un intervenant extrêmement progressiste qui défendait l'idée de la transidentité. Il n'écoute rien de ce qui se dit. L'intervenant d'avant qui venait de partir pour la Cour des comptes où il avait rendez-vous avait défendu l'inscription du genre dans l'état civil avec beaucoup de subtilité. Bon, il n'y avait même pas eu de contradiction, ils se sont levés, ils nous ont aspergés, c'est une censure de fascistes minables et sans recul, sans intelligence. Oui, vous représenteriez le tournant réactionnaire, la menace de nouvelles dictatures portées par l'anti-wokisme, c'est cela ? Mais c'est un reproche qui nous est régulièrement adressé par les woke, mais en réalité ça ne tient absolument pas la route. Nous ne faisons que poser un regard cultivé et de chercheurs sur les évolutions épistémologiques de l'université dans laquelle nous évoluons. Oui. Et en réalité, le danger fasciste, on voit bien où il est, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on parle là quand même de choses qui vous concernent, qui concernent vos auditeurs et nous tous. La question de l'état civil, la question de l'identité, la question du rapport à l'enfance. Oui. Ça n'est pas être fasciste que de demander à des juristes éclairés, des professeurs de droit public, de droit privé, de venir nous éclairer sur cette question. Donc il est évident à un moment que les médecins, les juristes ont envie de se réunir pour aborder un objet de recherche. Nous sommes là pour favoriser ça. À partir du moment où on ne peut même pas évoquer la question, c'est effectivement que le problème se pose. Alors dans l'université, on pourrait parler de tout, sauf des problèmes qui concernent en réalité toute la société et tous les gens qui vous écoutent. C'est absurde. Donc pas réfléchir. On empêche la réflexion, on empêche de faire avancer cette réflexion, et c'est une atteinte grave à l'intelligence en plus. C'est une atteinte effectivement à l'intelligence, et c'est une haine de la recherche. Oui. Parce que la recherche incarne une certaine forme de contradiction. Pardon, mais il faut admettre à un moment que votre ressenti, ce que vous croyez juste, votre opinion, peut se heurter à la réalité des faits, au regard objectif de la science. Et là, la démarche à laquelle on assiste, c'est une menace qui est née il y a à peu près presque un trimestre maintenant. Nous avons subi des pressions, des menaces, des collègues qui voulaient intervenir ont été empêchés ou interdits d'intervenir. Et voilà qu'on se retrouve dans une espèce d'agression qui ne fait que parachever un processus né il y a quelques mois par haine de ce que représente en réalité l'université. Oui, le titre du colloque, c'était la République universelle à l'épreuve de la transidentité. Oui. Et je pense que pour le coup, le à l'épreuve d'eux ne signifiait pas un rapport de force, au contraire, c'était un test, une mise en danger un questionnement autour de ces notions. Mais on voit qu'en réalité, la question, le rapport de force ou l'épreuve, il est là. Dans une récente tribune, vous écrivez, et vous rappelez cette phrase d'Orwell dans 1984, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, qu'elle soit accordée, le reste suivra. Le problème aujourd'hui, c'est que certains affirment que 2 plus 2 égale 4, ça pue le suprémacisme du patriarcat blanc, non, et qu'il n'y a pas d'objectivité du savoir scientifique. Non, mais effectivement, la remise en cause de l'objectivité, en tout cas du rapport à l'objectivité, parce qu'on peut discuter longuement de savoir ce que c'est que l'objectivité dans les sciences humaines, mais là, nous étions dans un colloque de juristes. Vous voyez, on questionnait le droit. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où des juristes, des médecins cherchent à s'exprimer sur ces questions-là, on ne peut pas partir du principe qu'ils doivent se taire. L'université française, Xavier Laurent Salvador, est gangrénée aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut parler de gangrène, ce sont des termes un peu excessifs. Mais ça fait 2-3 ans, depuis le colloque sur la déconstruction que nous avions organisé, nous avons publié les actes, que nous dénonçons
peut-être pas une gangrène, mais disons en tout cas un emballement qui rend dans nos disciplines, la littérature, la linguistique, l'histoire, les sciences humaines en général, qui rend impossible la construction et un rapport sain et serein au savoir et à l'enseignement. Tout est bouleversé aujourd'hui par des grilles de lecture préconstruites qui sont portées par ce qu'on pourrait appeler de fausses disciplines, qui s'autoproclament études ou studies à l'anglaise, qui contredisent la représentation des sciences que vous avez, ce que vous considérez comme une science, que moi je considère comme une science, et qui opèrent comme ça une espèce de petite révolution tranquille pour empêcher les gens de parler de leur vraie science au profit de la leur. Bon. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes sommés de nous taire parce que nous n'aurions pas le droit de questionner le rapport juridique à l'identité. C'est pourtant la moindre des choses. Et vous rappelez que vous avez par exemple entendu sur France Culture une professeure de littérature favorable à la cancel culture affirmer doctement changer les mots, ce n'est pas réécrire. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, 2 plus 2 ça fait 4. Non, vous n'avez pas le droit, ça fait 5. 5 n'est qu'un mot, mais on dira que 5 en fait c'est 4. En fait nous y sommes et c'est exactement ça. Et on est dans un rapport à la censure où vous voyez que des gens, des enseignants, des collègues, qui, pour leurs enfants, ne préconiseraient pas le quart du tiers de ce qu'ils imposent au reste de l'université. Là, eux continueront à lire les vrais livres, eux continueront à parler le bon français, mais en réalité militent pour que finalement nos enseignements changent et que surtout nous ne puissions pas parler de ce dont nous sommes spécialistes. Et c'est ça qui est révoltant en réalité. C'est ça qui s'est passé hier. C'est le témoignage d'une espèce de musellement permanent de la recherche. Et c'est un danger qui pèse sur la formation des jeunes adultes de demain, parce que nos étudiants sont les jeunes adultes et les jeunes citoyens de demain, et c'est un bouleversement qui pèse aussi sur la représentation des savoirs à l'école. Et c'est ça qui nous semble aujourd'hui le plus important, c'est-à-dire faire comprendre que ce qui se passe dans l'université n'est pas un petit truc anodin qui concernerait quelques intellectuels dans leur coin, mais c'est quelque chose qui est un enjeu majeur pour la formation du citoyen de demain. Merci Xavier Laurent Salvador, merci beaucoup. Merci, on aura évidemment l'occasion de reparler de tout cela ici sur cette antenne avec moi. Il est 10h56, merci Xavier Laurent Salvador. 10h56, ça vous fait réagir cette censure. Vous n'hésitez pas, c'est pas compliqué, 0826 300 300. Il est 10h56, un peu d'informations, un peu de pub, un peu d'infos, et puis nous parlerons des locations. Les locations, un débat sur les locations, parce que maintenant les choses s'enclenchent, la fiscalité des locations meublées va changer, c'est une information que je vous donne, dans le prochain projet de loi de finances, la fiscalité très favorable des locations meublées, des locations sur les plateformes, conduit à des excès, faut-il y mettre un frein? Débat entre 11h et midi. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Le logement. Nouveau débat que nous organisons autour du logement entre 11h et midi ce matin. Le logement, la fiscalité, et notamment dans le domaine de la location. Le ministre des Finances et de nombreux députés veulent changer la fiscalité des locations meublées. Il y aura des propositions qui seront faites courant juillet, et d'ailleurs dans un instant nous allons prendre en ligne Daniel Labaronne, qui est député Renaissance d'Indre-et-Loire, qui s'occupe de ces questions, et probablement des modifications de la fiscalité qui seront inclus dans le projet de loi de finances 2024. Et il s'agit de revoir la fiscalité, notamment des logements meublés. Est-ce que la fiscalité des meublés est trop favorable? Est-ce qu'elle conduit à des excès? Que faut-il revoir? Que faut-il modifier? Évidemment, vous pouvez réagir 0826 300 300. Lorsque je parle de la fiscalité des meublés, je parle évidemment des meublés, la fiscalité, le bail d'1 an avec un préavis d'1 mois, mais je parle aussi de la fiscalité des meublés, pas pour une semaine, pour les plateformes, Airbnb, Abritel ou autres plateformes. Bien. Puis vous avez parallèlement à ça la fiscalité de la location classique, du meublé nu, où là, on connaît le bail de 3 ans, enfin bon, etc., etc.
électricité renouvelable. Bien, 11h05, pour parler de cette fiscalité et des changements à apporter, nous avons avec nous Sarah Koupchou, qui est responsable Europe de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Romain Rossilandi, qui est avocat en droit immobilier. Merci. Je vous en prie. Merci d'être là. Tout à l'heure, nous appellerons le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Daniel Labaronne, député Renaissance d'Indre-et-Loire. Daniel Labaronne, bonjour. Allô, Daniel Labaronne, vous êtes avec nous ? Dans un instant. Dans un instant, je vais poser une question toute simple. La fiscalité très favorable des locations meublées, des locations sur les plateformes, conduit à des excès. Faut-il y mettre un frein ? Alors avant d'écouter Daniel Labaronne, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'il faut y mettre un frein, Sarah Koupchou ? Alors, mettre un frein à la fiscalité, enfin à la location saisonnière, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, tout le moins réguler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une crise du logement qui est très importante. Oui. On a 4 millions de personnes qui sont touchées par le mal logement, c'est-à-dire oui. qui vivent dans des conditions de logement indignes, enfin qui oui. ne sont pas supportables, et 15 millions de personnes qui sont touchées, qui souffrent de près ou de loin par la crise du logement. Donc, est-ce que les locations touristiques sont les seuls responsables de la crise du logement ? Bien sûr, non. Mais c'est un facteur, et aujourd'hui, on estime à la Fondation Abbé Pierre que c'est un phénomène qui doit être régulé. Qui doit être régulé. Est-ce qu'il faut une régulation ? Il faut rapprocher. Bon, la régulation par la fiscalité, elle est évidente. Hein. Est-ce qu'il faut rapprocher la fiscalité très favorable des locations meublées à la fiscalité moins favorable des locations nues ? Je dirais surtout qu'il faut inciter les gens à relouer dans la location traditionnelle. Parce oui. que effectivement la fiscalité c'est un élément, mais c'est pas du tout le seul élément. Il y a beaucoup d'autres éléments. Moi, la plupart de mes clients, oui. ils préfèrent laisser vide plutôt que de louer, parce qu'ils ont peur de la procédure d'expulsion et de faire une procédure qui va durer 18 mois, 24 mois et parfois d'attendre 3 ans sans toucher de loyer, sans pouvoir récupérer son logement. Donc il y a aussi d'autres leviers pour réinciter les gens plutôt que de s'attaquer à leur portefeuille. Vous voyez Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les biens en location sont de moins en moins nombreux. Hein, je parle de la location classique, de moins en moins nombreux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les familles, les familles, les jeunes, les moins jeunes, ont de plus en plus de difficultés à trouver une location. Donc aujourd'hui, on passe par un meublé, un meublé qui est meublé sans être vraiment meublé. Parce qu'en plus, tous les excès sont là. Bien sûr. Hein ? J'imagine, maître. Les tribunaux sont là pour vérifier ça. Oui, si vous avez un meublé qui n'est pas un vrai meublé avec un inventaire du mobilier précis, vous serez requalifié en bail vide. Vous avez un canapé, un lit. Non, il faut un inventaire très précis, la loi vous le dit. Bon. Et les tribunaux sont très vigilants, croyez-moi. Il faut même lister la vaisselle, les draps, les serviettes, etc. Si vous n'avez pas un inventaire bien fait, bien précis, ça sera requalifié en bail vide devant le tribunal. Oui. Et donc vous êtes reparti pour 3 ans. Donc attention. Mais aujourd'hui, la proportion des logements meublés mis en location, des logements meublés mis en location, augmente par rapport au nombre de logements nus. Oui. Mis en location nus. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une question d'équité. C'est-à-dire que pour un propriétaire qui met en location une location nue, il s'engage, j'allais dire, pour le bien de la communauté, puisqu'il permet à des personnes de se loger. Il a des revenus qui sont en général inférieurs à des gens qui louent en saisonnière. Et on ne le remercie pas, si j'ose dire. Il a des revenus inférieurs et une fiscalité plus lourde. Et on a des locations en face touristiques qui permettent des revenus plus importants et qui, pour certains, sans impôt. Parce que on a parlé beaucoup dans les médias des abattements de 71%. Jusqu'à 71%. C'est quand même énorme. C'est pour les meublés classés, mais ça. Énorme. En termes de régime réel, c'est-à-dire lorsqu'on a un comptable, je facilite le débat. Quand on a un comptable, on peut aller jusqu'à faire des abattements sur l'achat du logement et ne pas avoir d'impôt pendant plusieurs années. Donc on a des personnes... Et on touche de l'argent, on ne paie pas d'impôt. Exactement. Oui, alors c'est un